j'ai été très intéressé par votre définition des deux alchimies. Vous pensez qu'il y a d'un côté une alchimie numéro un qui est l'alchimie qui s'occupe de la médecine universelle, des soins, et puis vous en avez une autre qui est le plus centrée, l'alchimie numéro 2, qui est plus centrée sur les métaux. Et d'ailleurs, vous dites avec beaucoup d'humour que cette alchimie-là, c'est le pouvoir de transformer le plomb des guerres en or des victoires. Et donc, quelque part, au-delà de la recherche de l'or mythique, il y a peut-être la recherche du pouvoir. La particularité des femmes alchimistes, c'est précisément que ce sont des femmes qui, en général, accèdent au pouvoir, déjà. Par rapport aux hommes alchimistes qui, eux, sont d'extraction en général modeste, ce sont des apothicaires, des médecins, vous voyez, rarement plus. La femme alchimiste a plusieurs particularités. En particulier celle-ci, c'est que c'est une femme qui accède au pouvoir. Et vous dites, vous remarquez qu'on parte 3 siècles après Jésus-Christ avec Marie la Juive jusqu'aux Anglaises alchimistes féministes, que quelque part vous détectez qu'il y a une émergence des femmes alchimistes quand l'orthodoxie est contestée. L'orthodoxie, c'est-à-dire, c'est le pouvoir, c'est-à-dire c'est un État extrêmement fort, comme l'a été la République romaine, ça m'intéresse, et puis l'Empire romain par la suite, puisque ce qui était traité là, ce sont essentiellement des femmes alchimistes occidentales, si vous voulez. Voilà. Et en particulier, Marie la Juive se place à une époque où précisément les orthodoxies basculent. On passe de l'impérialisme romain au christianisme, en fait. Et elle commence exactement dans l'interstice. Voilà exactement où apparaît l'alchimie. Elle apparaît avec une femme, Marie la Juive, dans l'interstice de deux orthodoxies, dont une est finissante et l'autre se met en place. Voilà comment démarre l'alchimie. Entre Marie la Juive et les Anglaises, qui est millénariste et qui est néoplatonicienne? Le millénarisme, si vous voulez, c'est typiquement la religion des premiers chrétiens. C'est-à-dire, un héros vengeur va arriver, va éradiquer d'une manière d'extermination de masse tout ce qui n'est pas absolument dans son orbite, si vous voulez. C'est-à-dire que le premier Christ, tel que présenté par ces premiers chrétiens, est une abomination, tout simplement. Il a fallu attendre Saint Augustin, oui, pour corriger le tir et dire le jugement dernier ne se fera pas sur terre, il n'y aura pas d'extermination de masse, et la Jérusalem céleste est au ciel. Et l'enfer, ce sera simplement le remords, la culpabilité des grands coupables. Voilà. Le néoplatonisme, lui, est un mouvement qui est issu d'une très ancienne souche, notamment on retrouve là des textes comme Platon, comme Plotin essentiellement, qui est dans les premiers siècles, et qui consiste à dire on trouve Dieu en soi. C'est une réflexivité, un retour sur soi. Contrairement au millénarisme, tout est en projection à l'extérieur et on attend tout du héros destructeur, si vous voulez, qui va venir nous manger. En règle générale, le néoplatonisme est plutôt issu de classes cultivées. Le millénarisme, malheureusement, est plutôt issu de classes populaires, comme étaient les chrétiens des premiers temps, qui étaient en général des esclaves. Quant à l'autre anglaise, celle qui est du XVIIe siècle, c'est-à-dire s'appelle Catherine Jones. Hein. Catherine Jones, elle, c'est la sœur de Robert Boyle. Elle a épousé directement le camp de Cromwell, qui s'était opposé à Charles Ier, et c'est-à-dire la grande révolution anglaise. La révolution anglaise qui a abouti à la décapitation de Charles I, et qui était une conjuration de tous les si vous voulez, de tous les millénaristes européens, D'accord. l'Europe du Nord et l'Angleterre y compris. Euh, Catherine Jones, née Boyle,
Elle était alchimiste parce que, en fait, elle s'est toujours intéressée au sort de son frère, Robert Boyle. Et Robert Boyle, en dehors du grand physicien qu'il a été, alors qu'il est présenté comme chimiste, c'est en fait un physicien. La loi de Boyle en PV égale nRT, si vous voulez, est extrêmement connue des physiciens. Et il était, lui, aussi alchimiste, tout à fait certainement. Et pour ce résumé, si je comprends bien, la sœur est devenue alchimiste parce qu'elle s'intéressait beaucoup aux travaux de son frère. Complètement. Vous avez D'accord. tout à fait raison. C'est exactement ça. Quant à la seconde, Marianne Atwood, elle, alors vraiment, elle a été initiée, si vous voulez, on pense par le truchement de son père. Parce que son père était on le considère comme un retraité moyennement fournisseur d'alchimie. Alors elle a écrit un traité d'alchimie. On passe Voilà. aux femmes du Moyen Âge. Voilà. On parle des dames magiques. Pourquoi? Oui. Eh bien, parce que si vous voulez, les femmes intelligentes, quoi qu'on quoi qu'on leur interdise, demeurent intelligentes et curieuses. Il y en a toujours eu. Et si elles n'ont pas pu s'exprimer ouvertement, elles ont inspiré, si vous voulez, et notamment inspiré les grands romans courtois, notamment le roman du Graal et Tristan et Iseut, en fait. Et cette personnalité de la demoiselle magique, qui en fait est, lorsqu'on lit les textes, que ce soit le roman du Graal ou Tristan et Iseut, apparaît une femme, dans l'un et l'autre cas, dont une essentiellement est détentrice des secrets d'alchimie, en fait. Voilà. C'est écrit de manière extrêmement codée, mais ça, c'est dévoilé dans le livre, en fait. Hein. D'accord. Voilà. Alors on passe à Anne de Bretagne et à Jeanne de Nivonne. Parce que quelque part, on a retenu de leur recherche les symboles alchimiques que l'on retrouve dans le mausolée Église des Carmes à Nantes et dans l'allée des alchimistes, le château d'Empire sur Boutonne. Le mausolée d'Anne de Bretagne, en fait, c'est le mausolée de ses parents, qui a été au départ dans l'église des Carmes, qui est actuellement visitable à la cathédrale de Nantes, si vous voulez. Et ici sont les gisants, d'abord en marbre, sur le sommet du tombeau de son père et de sa mère. Et à la tête du père, à la tête de la mère, au pied du père et au pied de la mère sont quatre statues. La justice, la force, la tempérance et une autre. Et la prudence, je crois. Voilà, et ce sont ces quatre statues qui tiennent des symboles, effectivement, de pierre, et qui ont été, si vous voulez, décryptés par Fulcanelli. Voilà, bien. Quant à Jeanne de Nivonne, Jeanne de Vivonne, qui est l'épouse d'un Clermont, elle, si vous voulez, c'est une particularité, parce que déjà, quand son mari est mort, le château n'avait pas été construit. Donc, alors, la grande question que s'est posée Fulcanelli, puisque c'est lui qui a réexhumé l'affaire et qui les a présentés, a dit, mais qui est l'auteur des symboles? Et ces symboles se retrouvent dans des plafonds en caisson sur la galerie extérieure du château de Dampierre-sur-Boutonne. Il y a exactement 95, 93 caissons, pas tous, mais la plupart, une immense majorité, représentent des symboles que Fuganelli a interprétés comme étant alchimiques. on passe aux italiennes. Il y a un mélange d'occultisme et d'alchimie qui est passionnant pour Catherine de Médicis. Certainement, oui, Nostradamus a fait parler de lui à cause de son Prophétie, almanach. c'est Oui, les prophétie. prophéties, c'est ça, les prophéties. Et c'est pas le seul qui a, alors dans les prophéties, effectivement, était connoté de manière assez allusive, mais assez précise, la mort du mari de Catherine, c'est-à-dire Henri II, si vous voulez, lors du fameux duel avec Montgomery, qui est très connu. Voilà. Euh, mais Ce qui était, qui était très Goric aussi étonnant, l'avait prévu. Oui, ce qui était très étonnant aussi, c'est que dans les prévisions, il y a eu un rituel avec un miroir oui, où Nostradamus a fait voir la durée de vie des hommes politiques de l'époque. on ne sait pas si c'est exactement si c'est Goric ou Nostradamus ou Ah, Ruggieri qui a fait ça. Voilà, on l'attribue à. Mais alors voilà, effectivement, il y avait un miroir magique et les enfants de Catherine de Médicis apparaissaient
et effectuaient des rotations sur eux-mêmes. Ce nombre de rotations signifiait le nombre d'années où ils allaient être au pouvoir, et au bout du terme, ils étaient morts en fin de compte. Donc, on compte, je crois que je l'ai écrit, voilà, François II, une rotation, c'est un des fils de Catherine de Médicis, une rotation, effectivement, là, il est mort, puisqu'il succédait à Henri II. Ensuite, Charles IX, 14 rotations, et puis Henri III, 15 rotations, et puis finalement Henri IV, même elle a prévu Henri IV, il a prévu Henri IV, 21 rotations, et là ça signifiait la fin de la lignée des Valois. Et Catherine Sforza, elle, elle est née dans la guerre, parce que c'est la fille d'un condottière de Milan. Elle a été élevée dans une ambiance particulière, puisque rapidement, il y a eu à la cour de son père euh, des botanistes, si vous voyez, des botanistes. Alors, les botanistes à l'époque, c'était des gens qui s'occupaient des filtres. Voilà. Et donc, lorsqu'elle a écrit des Experimenti plus tard, après avoir été mariée 3 fois, elle a eu une vie extrêmement mouvementée, parce qu'elle habitait à Forlì et à Imola, voilà, qui étaient des toutes petites cités. Et son but pour elle, c'était de se faire plus grande qu'elle n'était, parce que c'était des terres à vocation papale, et Borgia voulait les récupérer, si vous voulez, voilà. Donc elle essayait elle a écrit ce traité d'alchimie pour essayer d'attirer sur elle des alliances, en fait, vous voyez, en le diffusant un peu partout. On termine avec Christine de Suède qui a eu une vie étonnante parce que roi et pas reine, roi à 24 ans, elle abdique à Oui, 28 et elle change de religion. C'est pour quelque part se consacrer à l'alchimie, c'est quand même un parcours de vie assez étonnant. une femme qui connaissait ses droits, mais qui ne connaissait pas ses devoirs, déjà. Voilà, la première des choses. Elle n'obéissait qu'à Dieu, mais à condition que Dieu fasse ses 4 volontés. Ça, c'est archi connu. Donc, elle était fille, elle aussi, d'un homme qui a été considéré comme le Christ protestant, son père, qui était à l'époque de la guerre de 30 ans en Allemagne, un général d'armée tout à fait reconnu, euh, à l'égal des plus grands, si vous voulez, hein. Et donc, elle a été élevée au départ, d'une part intellectuellement, elle parlait, je crois, 10 langues, voilà, et elle a été élevée d'une manière militaire aussi. Et le grand problème, c'était que lorsqu'on est reine, il faut absolument mettre au monde une dynastie. Et elle, elle voulait pas se marier, elle voulait pas d'enfant. Euh, voilà. Par contre, elle aurait assisté à 2 transmutations. Ah. Et oui, le terme assister à 2 transmutations signifie être initié. C'est un langage codé. Quand quelqu'un dit j'ai vu une transmutation, ça veut dire qu'il a pris l'élixir. Une part avec Helvétius à Hambourg et d'autre part plus tard au palais chez Palombara à Rome. Voilà. C'est pour ça que c'est qu'il est alchimiste. Eh bien, Grégoire Brisset, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage que on va s'empresser de lire comme l'ouvrage de l'été.